Alors, nos fondateurs ont été assez fous de vraiment mettre du liquide dans une montre, alors que depuis 400 ans, tous les horlogers cherchent à rendre leur montre étanche, à l'eau, à la poussière. L'idée, c'était d'utiliser un des moyens les plus anciens d'indiquer l'heure, c'est-à-dire l'eau avec la clepsydre, qui a été utilisée il y a 1600 ans avant Jésus-Christ, et d'utiliser ce moyen d'exprimer l'heure. Pour remettre dans le contexte de la manière dont mon père est arrivé en Suisse, parce qu'il a quitté son pays, il n'avait pas du tout l'occasion en fait de pouvoir rentrer à la maison, et au moment où je faisais mes valises, il m'a dit « Rappelle-toi, tu peux rentrer ». Il est le CIO d'une marque horlogère suisse basée à Neuchâtel, la plus ovni du secteur grâce à sa technologie fluidique. Comment passe-t-on de commercial à capitaine? Qu'est-ce qui différencie un bon vendeur d'un très bon vendeur? Et comment maintenir l'innovation dans un secteur aussi millimétré que l'horlogerie suisse? Il nous dit tout dans cet épisode. Reste bien jusqu'à la fin pour les 3 instants signature. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Merci infiniment. Vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux, alors merci beaucoup. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors laissez-vous inspirer. Bonjour Vahe. Bonjour Agnès. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. En plus, on est au salon de Watches and Wonders à Genève, donc meilleur lieu pour tourner, il n'y a pas. C'est fantastique. Merci pour l'invitation. Bienvenue. Merci d'être venu. Et donc, je ne vais pas te demander de te présenter. C'est moi qui vais le faire. OK. Et j'aime bien démarrer par une citation qui colle à ton parcours. Et pour toi, j'ai trouvé « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas l'impression de travailler un seul jour de ta vie. » Et sauf que toi, Vahe, tu n'as pas seulement choisi un job, tu as enclenché un mouvement précis, ambitieux et totalement hors du cadre. Derrière ton regard vif et ton sourire chaleureux, tu es aujourd'hui le CEO d'une des marques les plus ovni du secteur, HYT ou HIT, pour ceux qui la connaissent sous ce nom-là, qui est basée à Neuchâtel. Ce sont des montres où le temps s'écoule littéralement entre des tubes. Avant ça, tu as sillonné la planète de Genève à Dubaï en tant que commercial pour plusieurs marques suisses horlogères et tu as un parcours qui fait autant de tours que les aiguilles d'un tourbillon. Tu es un challenger dans l'âme, un commercial devenu capitaine, un amoureux du beau geste et des projets qui sortent des sentiers battus. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de passion, d'échecs, de prise de risque et de montres fluidiques. Cet épisode promet d'être aussi fluidifiant qu'inspirant. Vahe, chers auditeurs, bienvenue dans Parcours Inspirant. Et alors, en plus, petite nouveauté, on va se faire le clac. Vahe, donc, le concept de ce podcast, c'est de remonter depuis ton enfance, le fil du temps, et de comprendre un petit peu ce qui s'est passé pour en devenir là où tu en es aujourd'hui. Et donc, j'aimerais un petit peu comprendre qui était le petit Vahe. Et je crois qu'autour des 8 ans, il y a eu un grand chamboulement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Vers l'âge de 8 ans, on a déménagé d'un endroit qu'on aimait bien vers un autre endroit qui était nouveau. Et je pense que comme tout enfant, quand on perd ses repères, quand on doit se faire de nouveau des amis, au début c'est impressionnant. Et petit à petit, on s'habitue à notre nouvel univers et on apprend à avoir de nouveaux copains, de nouveaux amis et de pouvoir vraiment embrasser cette nouvelle vie. Alors, T'es arrivé à Gentot, hein, c'est ça? Voilà, de Meyrin, on a déménagé à Gentot. C'est pas comme si on allait changer d'univers, mais pour un petit garçon, c'était déjà une première étape. Et c'était assez intéressant de découvrir ou d'apprendre justement à se reconstruire. Ça a été un peu compliqué au début, parce que j'étais le petit nouveau. J'avais un prénom aussi un peu particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle origine ça vient, Vahe? Alors, je suis arménien d'origine. C'était un prénom surprenant pour des enfants qui n'étaient pas habitués. J'ose imaginer que beaucoup d'enfants avec des prénoms un peu particuliers ont vécu ce que j'ai pu vivre. Et les premières semaines ont été un peu compliquées. Petit à petit, j'ai pu m'intégrer et donc j'ai pu
faire connaissance avec ce nouvel entourage. Et tu faisais déjà pas mal de sport Alors oui, et du théâtre, je c'est crois. ça. Ok. Alors, c'est intéressant parce que oui, alors je faisais beaucoup de sport. Donc j'ai toujours fait beaucoup de natation, de tennis, de basket. Et au bout d'un moment, il a fallu choisir. Je me suis orienté vers le basket. J'ai joué jusqu'à quitter la Suisse dans une équipe entre Gentot et Versoix. Et puis le théâtre, ça a été aussi à un moment donné un moyen justement pendant cette période difficile où j'avais l'habitude d'avoir certains conflits ou de la peine à m'exprimer. J'ai pu en fait commencer à faire des cours de sophrologie qui m'ont ensuite guidé vers le théâtre. Donc j'ai appris aussi à gérer la respiration, à gérer la parole, à gérer une manière de se tenir sur scène. Donc c'était vraiment une étape importante dans ma vie. Ok. Je remercie le théâtre et la sophrologie. Et ensuite, tu as fait HEC à Genève, là où on s'est rencontrés, bachelor et master. Qu'est-ce que tu retiens de cette période? Alors là encore, pour moi, commencer à HEC, c'était rentrer dans un nouvel univers. Parce que j'ai fait une maturité en grec ancien et latin, donc je n'étais pas du tout dans l'univers. Je n'avais pas eu de cours d'économie ou à peine 6 mois pendant le cursus de la maturité. Donc ça a été une toute nouvelle façon de voir les études. Et c'est surtout que au début, je ne savais pas vraiment où aller, dans quelle direction. J'estimais pouvoir être dans un univers qui me plaisait dans le droit. Alors que finalement, je me suis rendu compte que le droit allait peut-être me mettre des barrières, même si je pense que beaucoup d'avocats ou juristes arrivent à sortir de ces barrières ou à être créatifs dans le cadre de ces barrières. J'avais besoin de pouvoir découvrir autre chose et j'ai trouvé que HEC, c'était une porte ouverte vers plusieurs opportunités et c'est ce qui m'a plu dans le choix de ces études. Et je crois que tu faisais partie d'associations aussi à ce moment-là. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de le noter. Oui, effectivement, j'ai rejoint. Alors, pendant mon collège, je faisais partie d'une société d'étudiants. C'était une société d'étudiants philanthropiques. Chaque année, on organisait un bal. Elle s'appelait la Victoria Helvetica, dont les bénéfices étaient remis à des associations caritatives. Mhm. Et ensuite, pendant la période de l'université, c'est vrai que j'ai rejoint le cercle HEC, Ouais. où on s'occupait vraiment de réunir les étudiants à travers certaines activités. Et j'en suis devenu président, je pense, dans ma deuxième ou troisième année. C'était avec Raimundo, non? Exactement, Ouais. avec Raimundo. Ouais. Raimundo était le premier président, sauf erreur, le fondateur Oui, du ça je me HEC. souviens, il avait créé effectivement Et, l'association. Exactement, donc Raimundo, avec qui je suis encore en contact, Ouais. parce que quand je vais à New York, j'essaie de trouver un moment pour le voir, parce qu'il est basé là-bas. Ouais, maintenant. Et effectivement, donc l'année suivante, je suis devenu le président du cercle HEC et on avait aussi, alors ça c'est assez drôle, on avait organisé un bal, le bal HEC de Genève. Il y avait une initiative de réunir justement tous les étudiants et je pense qu'on avait une bonne équipe. Ouais, c'était cool, moi je me souviens, c'est méga cool. La souvenir. Et après, tu démarres, premier job, Adidas, et tu t'envoles loin. Un peu loin, oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que ton père t'a dit au moment où tu as quitté Genève pour aller à Dubaï? Alors, il faut remettre dans le contexte de la manière dont mon père est arrivé en Suisse, parce qu'il a quitté son pays, il n'avait pas du tout l'occasion, en fait, de pouvoir rentrer à la maison. Et au moment où je faisais mes valises, avant de partir, justement, c'est à Dubaï où j'ai commencé ma carrière professionnelle, il m'a dit, rappelle-toi, tu peux rentrer. Et je pense que c'est le moment le plus difficile ou la phrase la plus compliquée que j'ai eu à entendre parce que j'ai compris ce que mon père avait vécu en arrivant en Suisse sans avoir le choix de pouvoir rentrer. Et en fait, je me rendais compte que j'étais privilégié de pouvoir essayer de partir à l'aventure, mais de savoir que j'avais toujours le choix de rentrer si l'aventure ne me convenait pas. C'est un moment un peu compliqué. Et qu'est-ce que tu faisais chez Adidas? Alors Adidas, j'ai travaillé, donc c'était dans le cadre du master. Il fallait faire une période de temps dans une entreprise pour ensuite écrire un papier.
et j'ai travaillé dans le département sports marketing et product management. Et tu te souviens d'un truc un peu sympa que tu as vécu là-bas au sein d'Adidas? Ouf, le je pense que j'ai eu énormément de chance parce que je suis arrivé entre 2009-2010 à Dubaï et qu'il y a eu la Coupe du monde en Afrique du Sud et que le bureau de Dubaï s'occupait de toute l'organisation ou la coordination, parce qu'Adidas était impliqué dans les Jeux Olympiques. Donc c'était assez impressionnant de voir tout ce qu'il y avait organisé en marge de la Coupe du monde. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait beaucoup de relations avec les clubs de football, les clubs de tennis, les clubs d'athlétisme pour essayer de mettre en valeur la marque. Donc ça a été une étape assez intéressante pour comprendre comment on pouvait augmenter notre visibilité. Et tu te souviens d'un truc, je sais pas, une anecdote avec je sais pas, un athlète ou un événement que tu as dû organiser ou... Alors, honnêtement, j'étais pas du tout en contact avec des athlètes. Et, je me rappelle de la manière dont on m'appelait là-bas parce que faut savoir qu'à Dubaï, tout le monde se déplace en voiture et à l'époque, je venais d'arriver. Et le premier jour où j'ai commencé, c'était le 9/9/2009 et c'était l'ouverture du métro de Dubaï et j'étais le seul dans tout le bureau à utiliser le métro, qu'on m'appelait métro. Ah oui? Parce que personne d'autre utilisait le métro, c'était tout à fait nouveau, mais comme je n'avais pas encore de voiture quand je suis arrivé, j'étais appelé métro. Et ensuite, en 2011, donc tu quittes Adidas. Et là, je crois que tu as eu le chiffre 3 jours, 3 interviews. Alors c'était assez spécial. Donc à la fin peut-être Adidas ne donnait pas de... À l'époque, il y avait un peu la crise pendant cette période à Dubaï. Ils ne proposaient pas une position permanente. J'étais toujours à la recherche d'un job parce que Dubaï me plaisait. Je suis arrivé à Dubaï pas par hasard, hein. J'avais de la famille là-bas, donc Ok, d'accord. j'habitais chez le frère de mon père qui était établi là-bas. Mais j'avais l'intention de pouvoir continuer à m'épanouir dans ma vie professionnelle. Mais Adidas à ce moment-là n'ouvrait pas de poste permanent pour les postes juniors. Et donc j'étais à la recherche d'un nouvel emploi. J'avais signé dans une agence un vrai travail permanent, sauf que malheureusement, du retard dans l'établissement du nouveau bureau, du retard dans ma prise de position a fait que, au bout d'un moment, j'étais dans l'attente de pouvoir commencer et que le nouvel employeur m'annonce que, comme j'étais trop pressé de commencer, que je pouvais oublier et que le contrat était annulé. Il faut savoir qu'à Dubaï, je venais de prendre un appartement pour une année. En général, on paye son loyer pendant une année et il fallait absolument que je retrouve du travail. Et étonnamment, le jour où j'ai appris la mauvaise nouvelle, une agence m'appelle, me propose d'aller à la rencontre de quelqu'un en charge d'une marque horlogère à Dubaï. Une marque de Genève et plus particulièrement de Meyrin où j'ai grandi les 8 premières années de ma vie. Premier rendez-vous avec lui un mercredi, deuxième rendez-vous un jeudi, et ensuite vendredi, samedi, congé à Dubaï, et le troisième jour, dimanche, je pensais me présenter à un nouveau rendez-vous, et c'est une personne qui m'a apporté un contrat pour commencer l'aventure chez Roger Dubuis, à 6000 km de là où j'habitais, où se trouvait le bureau, et donc, en fait, c'est là où j'ai commencé mon aventure dans l'industrie horlogère. Et tu as démarré par quel job? Tout premier job en tant que sales administrator. Ok. Mon rôle était particulièrement précisément de coordonner toutes les ventes, de m'assurer que le service après-vente était correctement suivi et de gérer toute la partie opérationnelle. On n'était que 3 personnes, 2 représentants dans la marque, une personne en charge du marketing et moi-même qui commençait dans la vente. Ok, énorme. Et la même année, tu fais la rencontre de madame. Comment tu l'as rencontrée? Ben, effectivement, je l'ai rencontrée à Dubaï. C'est assez rare pour le notifier. J'avais un ami qui me dit, une camarade de classe, donc parce qu'elle avait étudié à Lausanne, en HEC à Lausanne, que je connaissais, et donc c'était un camarade de classe,
Et il me dit, j'ai une amie qui doit venir faire un stage pendant une période de temps à Dubaï. Est-ce que tu peux lui présenter la ville? Donc, de fil en aiguille, enfin, elle cherche un appartement, je lui trouve un appartement. Son job, qui était censé être temporaire, devient un vrai job sur Dubaï et on continue notre histoire ensemble. Ok, trop bien. 13-14 ans plus tard, 2 enfants et tout va bien. La belle histoire. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu quittes ce job pour aller dans une autre entreprise horlogère, suisse aussi? Ouais, alors, chez Roger Dubuis, j'ai travaillé pendant 5 ans, Ouais. 3 ans sur la filiale de Dubaï. Ensuite, j'ai eu une promotion au siège pour superviser avec le directeur commercial les Amériques, l'Europe et le Moyen-Orient. Et à cette période-là, je ne faisais plus du tout de marché. C'est-à-dire que je n'étais plus à la rencontre des détaillants. Et c'est ce qui me plaisait vraiment dans la partie commerciale, c'est quand on va partager les moments avec nos détaillants, avec nos collectionneurs. Et je n'avais plus du tout ce lien avec le marché. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre une autre marque qui s'appelle Gérard Perregaux en 2020. Non, en 2015, pardon. Et le rôle qui m'a été attribué, c'était de m'occuper de tout le développement de l'Europe. Pour moi, c'était intéressant parce que j'allais approfondir, après avoir été surtout sur le Moyen-Orient et l'Afrique, enfin, Moyen-Orient, Inde, Afrique, je pouvais enfin me développer sur la zone Europe. Donc c'était très intéressant. Et peut-être juste pour en revenir donc à avant Roger Dubuis, est-ce que tu te souviens je sais pas, d'une histoire ou un truc un peu original lié à cette géographie de Dubaï en tant que commercial? Euh, une histoire Je sais particulière? pas, je sais pas. Non, moi je me plaisais particulièrement à Dubaï parce qu'il y avait c'était un bon compromis entre une approche européenne et orientale et c'était plutôt à l'image de la manière dont j'avais grandi entre mon père qui était né en Égypte, arménien et qui vivait en Suisse. Il y avait toujours ce mélange entre Orient et Occident. Je crois que c'était un très bel endroit à vivre. Mais Et il y a eu des challenges à relever, le fait de travailler là-bas par rapport à, évidemment, après, tu as travaillé beaucoup ici en Europe, mais est-ce qu'il y a des différences culturelles qui, on the job, font que ça devient des choses un peu compliquées? alors, ce qui est intéressant avec le Moyen-Orient, c'est que on a toujours l'impression que tout va pouvoir être possible et parfois ça prend du temps. Et alors qu'en Suisse, quand on dit que ça arrive demain, normalement ça devrait arriver demain. Il y avait souvent les questions de savoir quand est-ce que les livraisons allaient être payées. Et d'habitude, on nous disait Boukra, Boukra, Inch'Allah. Ça veut dire demain, demain, si Dieu veut. Et en tant que Suisse, si on expliquait au siège, voilà, le paiement arrive demain et qu'il n'arrivait pas demain, il y avait vraiment un choc culturel. Mais de ça, non, il n'y a pas de... Et c'était pas si compliqué. Je pense que Dubaï est vraiment un endroit très agréable où on peut travailler, s'épanouir et se développer. Mais finalement, tu n'y es pas resté si longtemps que ça, puisqu'après, tu es reparti à Genève assez rapidement au final. J'ai fait 5 ans à Dubaï. Donc Ok, 5 ans. à l'époque, c'était, Cinq ans. c'était quand même une partie importante de ma vie. Enfin, ça reste aussi bientôt un 8e de ma vie. Donc, Ouais. ouais, Ouais. Et puis, c'est surtout le premier endroit où je me suis comment dire, épanoui professionnellement. Et le fait de rentrer, c'était vraiment lié à cette opportunité en interne d'évoluer, plus qu'une vraie volonté de quitter Dubaï. Pour moi, c'était intéressant commercialement de me développer plus que uniquement sur la zone du Moyen-Orient, mais de commencer à comprendre comment fonctionnaient les Amériques, comment fonctionnait l'Europe, parce que le désir ultime à l'origine, c'était de devenir directeur international d'une marque horlogère. D'accord. Ok, ça c'était le plan. C'était le plan. Ok. Et quand tu arrives à Genève, du coup, comment ça s'est passé? Alors bon, sur la partie privée, c'était une surprise parce que je n'avais vraiment jamais travaillé en Suisse. Il a fallu apprendre à payer les impôts, à payer les assurances, à comprendre que beaucoup de choses étaient payantes en Suisse alors que ce n'était pas forcément à Dubaï. Donc il y avait toute une adaptation
personnel à comprendre, mais ça... Et respecter les délais, Ouais. parce que là, les pas, ils sont pas... Alors, si on voyage à l'étranger, je trouve que c'est toujours très important de bien se renseigner avant comment fonctionnent les différentes régions ou les différents pays. Si on a l'opportunité d'aller habiter aux États-Unis ou à Singapour, il y a certainement des renseignements à prendre. Je ne m'étais pas inquiété plus que ça, puisque pour moi, la Suisse était rentrée à la maison. Mais c'est vrai que si quelqu'un a une opportunité d'aller travailler à l'étranger, c'est bien de se renseigner correctement sur les impacts. Et professionnellement, pour moi, c'était intéressant, puisque j'ai découvert comment fonctionnait un siège. On compare les filiales à un siège, c'est vrai que quand on est à l'étranger, on voit pas forcément tout ce qui se passe dans le cadre d'une marque horlogère, alors que quand on rentre dans un siège, eh ben, on comprend comment fonctionnent tous les départements, c'est-à-dire les départements de produits, les départements de finance, les départements de marketing, pour voir comment s'orchestre en fait à l'interne avant que l'information soit diffusée à travers le monde, dans les différentes filiales. Pour moi, c'était une étape clé pour mieux comprendre la mécanique d'une société horlogère. Et quelles étaient les différences fondamentales en termes de valeur entre ces deux entreprises? Et concrètement, en termes de montres, il y avait des énormes différences entre Roger Dubuis et Gérard Perregaux? Gérard Perregaux. Bon, non, je n'ai pas le sentiment qu'il y avait des différences de valeur. Ce qui était intéressant le contraste entre les deux marques, c'est que Roger Dubuis est une marque qui était beaucoup plus récente, qui a été fondée en 1995, alors que Gérard Perregaux parlait en fait beaucoup plus d'histoire. Et je pense quand je suis arrivé chez Gérard Perregaux, on célébrait les 225 ans. Donc il y avait ce contraste entre une marque qui était beaucoup plus récente et qui mettait en valeur sa capacité à être traditionnelle mais contemporaine, alors qu'une marque comme Gérard Perregaux faisait la part belle à son histoire. C'est aussi très intéressant de travailler dans une marque qui a autant d'années de longévité. Et pour toi, est-ce qu'il y a eu un challenge particulier de changer de marque, se réapproprier l'histoire d'une entreprise? Pas vraiment, mais ce qui a été intéressant, c'est de voir comment les gens nous percevaient par rapport à une autre marque. On a toujours l'impression que finalement, la partie humaine est très importante, mais aussi, au final, on est dans un cadre professionnel. Donc, quand il s'agit de vouloir parler vraiment de la partie plutôt business, on se rend compte que, alors si on était sur une marque qui avait cette typologie-là, on faisait ce genre d'activité où on la mettait en avant d'une certaine manière, alors que dans une autre, il y avait une autre approche. Et ce qui était intéressant avec Gérard Perregaux, c'est que je rencontrais des détaillants qui nous parlaient d'histoire que non seulement leur père, mais leur grand-père, qui avait des boutiques déjà 20 ans ou 30 ans ou 40 ans auparavant, nous rappelait pendant qu'on discutait du développement de la marque horlogère. Donc c'était impressionnant de voir en fait à travers le temps comment la marque avait pu évoluer. Et toi, quand tu es arrivé, tu as mis en place des choses qui n'existaient pas, en termes peut-être événementiels ou... Non, la mission qui m'avait été fixée sur les 3 premières années, c'était de remettre en place la distribution en Europe, et le travail qui avait dû être effectué, c'était vraiment d'établir des nouvelles filiales. Quand j'ai commencé, il y avait 2 filiales, et je pense que quand j'ai terminé cette mission, on était on était même 6 ou 7 filiales avec des équipes dans différents endroits à travers l'Europe. Donc, parce que je me concentrais vraiment exclusivement sur l'Europe. Et jusqu'à Israël et l'Inde, mais c'était une Europe un peu étendue. Mais donc c'était vraiment le travail de structurer les différentes filiales qui étaient intéressantes. Et en termes c'est dur de trouver des nouveaux distributeurs pour une marque? Ça dépend de quelle marque, je pense. Okay. Des marques qui sont extrêmement demandées, pour qui c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire je ne peux pas vous accepter parce que on n'arrive pas avec la production que nous avons à ouvrir de nouveaux emplacements. Personnellement, je pense que si on veut ouvrir un nouveau point de vente, on doit s'assurer de pouvoir livrer les pièces. Donc il faut vraiment être conscient de la manière dont on fait notre plan de production, parce que ouvrir pour ouvrir et ensuite ne pas être capable de livrer, c'est pas très honnête. Un détaillant, on va mettre des efforts pour
pour parler de la marque qu'il va accueillir dans sa boutique. Et si ensuite il ne peut pas vendre, ça crée une cassure et c'est pas ce qu'on cherche à faire. Et tu avais des objectifs de vente particuliers? Parce que l'idée d'étendre et d'aller chercher des nouveaux marchés, derrière, il y a forcément des objectifs. Alors oui, tous les départements commerciaux, on a nos budgets, on doit atteindre nos chiffres d'affaires, bien sûr. Et donc oui, c'est souvent un défi. Et comment tu gères un budget marketing pour une marque horlogère? Alors c'est assez intéressant, on essaye d'effectuer deux types d'approches. D'un côté, l'approche très corporate, où en fait c'est la marque qui communique pour essayer de créer de la désirabilité. Et ensuite, il y a aussi un budget qui est alloué en partenariat avec le détaillant pour pouvoir développer spécifiquement, localement, son point de vente. Et, il faut avoir ces deux images, ces deux visions, où d'un côté on développe la marque à grande échelle et de l'autre, localement. Et tu te souviens d'événements un peu sympas que tu avais organisés ou auxquels tu as participé? J'ai fait, oui, alors pour des lancements de collections, j'ai un souvenir assez mémorable d'un lancement dans le casino du Liban avec la marque Roger Dubuis pour le lancement d'une collection qui s'appelait la Monégasque. Dans tout le Moyen-Orient, finalement, c'était le seul casino disponible et la collection était fortement liée au casino, Monaco, donc la roulette, il y avait tout cet univers. Et on avait pu faire un événement avec le détaillant libanais dans le casino du Liban, qui est un endroit incroyable. Et les gens pouvaient jouer? Oui, c'était un vrai casino. Ouais, ok. Donc en fait, Oui. la soirée a eu lieu vraiment. Voilà, il y a une partie dînatoire ou une partie réservée à la presse et ensuite une partie sur les tables de jeu. Donc, Et tu avais des intervenants un peu connus ou un truc un peu qui sort un peu de l'ordinaire? Alors, pour ce lancement-là, Mhm. non. Il n'y a pas eu de. Pour les autres marques où j'ai travaillé. Bon, alors pour Roger Dubuis, oui, il y avait l'ouverture d'une boutique à Dubaï avec un acteur qui s'appelle Gerard Butler. Donc ça, Ah oui, j'aime bien. c'était assez J'aime bien lui. intéressant. Ouais. Et Gérard Perregaux, j'avais aussi travaillé sur la mise en place d'une célébrité chinoise pour promouvoir la marque, particulièrement sur le côté asiatique. Donc ça, c'était aussi intéressant. Mhm. Ça demande beaucoup de travail. On se rend pas compte en fait, une fois qu'il y a une collaboration qui est mise en place, tout le travail derrière pour animer ou activer ce partenariat. D'accord. Et c'est toi qui allais chercher ces célébrités? Qui allait essayer de Alors, dénicher? Gerard Butler, non, Non. pas du tout. Parce que si tu as son numéro, je veux bien. Pour la célébrité chinoise, c'était un acteur, j'avais pas de contact direct, non. Mais là, actuellement, pour H4T, on a le plaisir d'avoir annoncé un partenariat avec un artiste africain et j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Au début, c'était une simple conversation parce que c'est quelqu'un qui adore collectionner les montres. Et de fil en aiguille, on a trouvé que c'était intéressant d'établir une collaboration. Mhm. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant pour l'artiste, c'est de pouvoir donner son approche créative dans la production d'une collection. Donc, ça, c'est intéressant. Et lui, typiquement, il a amené quel type de nouveauté au niveau artistique? Alors, en fait, ce qu'il a suggéré, c'est des combinaisons entre les matières, les couleurs, et ensuite, bien sûr, on doit toujours avoir un regard sur la contrainte technique, puisqu'au final, on doit faire une montre qui fonctionne, mais ce qui intéressait, c'était de voir ce qu'on pouvait faire en termes de créativité dans les différents choix de couleurs et de contrastes. Ok, cool. Écoute, on a la moitié de l'interview et je propose qu'on fasse un petit jeu. Ok. C'est le jeu de l'entracte. D'accord. Ok. Le principe est simple. Mon invité va piocher 5 cartes. Ce sont 5 questions qui commencent toutes par la dernière fois que. Il a bien sûr 3 jokers pour passer s'il veut éviter une question. Prêt? C'est parti! La dernière fois que j'ai pensé, ce n'est pas une erreur, c'est une leçon. Ouf. Il n'y a rien qui me vient à la tête. Ok. C'était mon premier joker, ça? Ouais. La dernière fois que j'ai passé une journée incroyable,
C'est les dernières vacances en famille, forcément. Donc Ok. on a pu partir en vacances au soleil en février et c'est la première fois, au lieu d'aller au ski, qu'on avait décidé d'aller au soleil. Et c'est pas une journée, c'est vraiment une semaine où on était dans une bulle, où on voulait plus partir et c'était vraiment incroyable. Ok. Vous êtes allé où? Aux Maldives, Ah ouais, chouette. Allez, et de une. la dernière fois que j'ai entendu une info hallucinante. On vient de faire une semaine à Watches and Wonders, il y a eu plus qu'une seule info hallucinante qui semble sortir de l'ordinaire. Bon, je vais pas commenter ici, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Est-ce qu'il y On avait a- peut-être une que tu as trouvée encore plus hallucinante que les autres sur cette semaine? Bah, au milieu de la semaine, alors qu'on passait beaucoup de temps avec des détaillants américains, on a eu une surprise d'apprendre qu'il y avait un changement de tarif. Donc, les 2 premiers jours de la semaine, les détaillants américains voulaient absolument qu'on envoie rapidement toutes les livraisons. Le jeudi, ils étaient plutôt en wait and see. Donc, c'est assez... Ah oui, Ok, pour nous, pas mal. c'est hallucinant. Ouais, parce que ça va carrément impacter l'export. Là, on doit attendre et voir. Parce que vous vendez beaucoup Le Suez? marché américain est un marché très important, oui, bien sûr. Pas seulement pour HYT, mais toutes les marques horlogères. Mais vous, c'est quoi? 50%, tu dirais? En termes d'allocation, on donne plus ou moins un tiers à chaque grande zone. Ok. Un tiers de la production. Ouais, ouais. Pas un tiers aux États-Unis en particulier, mais un tiers sur la zone Amérique Nord et Sud. Mais disons que les États-Unis comptent peut-être pour 60 ou 70% de cette zone. Donc oui, c'est pour ça que j'essaie toujours d'avoir une distribution assez équilibrée entre chaque région. C'est jamais, faut jamais se surexposer sur une zone parce qu'on ne sait pas ce que peut devenir un marché en partie. Ok, intéressant. La dernière fois que j'ai suivi un conseil, avant de changer de direction, mon premier rêve de devenir directeur commercial et d'avoir une opportunité de prendre la direction d'une marque, j'ai suivi beaucoup de conseils. Donc j'ai appelé plusieurs personnes de confiance pour savoir si c'était le bon moment pour pour faire ce changement de carrière qui est important, puisqu'on passe d'un périmètre qu'on connaît vers l'inconnu. Et donc, voilà, il y a Et il y a un conseil en particulier qui t'a aidé? J'ai en tête un détaillant avec qui j'avais l'habitude de travailler par le passé, avec qui on ne travaille pas aujourd'hui, mais avec qui j'ai de très très bons rapports, qui m'avait dit de suivre ce que je pensais du fond de mon ventre et du fond de mon cœur. Donc je l'ai suivi et je suis là après 2 ans. Non. Il en fallait encore. Encore une? Non? Ça fait combien? 3? Non, encore 2? C'est ça encore tout? Ouais. La dernière fois que j'ai eu un fou rire. J'en ai beaucoup. Je me rappelle pas d'un fou rire en particulier, mais je trouve que mes enfants me font beaucoup rire. Ils ont une façon de voir ou de digérer une information qui me surprend toujours. Et je serais curieuse de connaître le cheminement entre l'information reçue et la manière dont elle sort, parce que parfois je n'arrive pas à comprendre comment ils connectent certains points, mais après réflexion, c'est très logique, mais je comprends pas. Ok. Allez. La dernière. La dernière fois, je me suis dit, on tente le coup. Ah bah ça, c'est intéressant. Euh, euh, Cette année, on a décidé d'aller d'aller de se d'aller un peu à contre-courant et de tenter l'aventure sur la Chine, alors qu'on n'est absolument pas présent et que toutes les marques horlogères ont l'air de dire qu'il faut se retirer ou qu'il y a une récession. Je me suis dit que c'était vraiment le bon moment d'aller à contre-courant. HYT aime bien défier notre motto c'est Challenge Everything. Et là, on est allé à contre-coup et on tente le coup à contre-courant et on tente le coup pour aller sur la Chine et ça a l'air de porter ses fruits. Donc, je suis content. Ok, cool. Eh ben merci. Tac. Allez, je te l'offre. Tu pourras découvrir les autres cartes On va jouer. qui se cachent. C'était l'Entracte, sponsorisé par infiniprinting.ch, qui a imprimé ce jeu de cartes pour nous. Vous avez aimé? Dites-le en commentaire et surtout, proposez vos idées de questions la dernière fois que... Écoute, je te propose, avant qu'on aborde HYT, évidemment, on discute en amont
de l'entreprise par laquelle ensuite tu es arrivé chez HYT, qui est donc Grubble. Oui. Alors, Grubble Français, c'était assez intéressant. La personne qui m'avait recruté chez Girard Perregaux était partie donc de Girard Perregaux. Il m'a contacté pour venir le rejoindre. Et l'expérience que j'avais connue avec lui par le passé m'a fait penser que c'était aussi une très bonne idée de le rejoindre, d'autant plus qu'encore avec l'idée de devenir directeur commercial, j'avais déjà exploré le Moyen-Orient, j'avais exploré l'Europe, et aussi pendant la période de Girard Perregaux, une partie des États-Unis, enfin de la zone Amérique. Il me manquait que l'Asie, sur laquelle je n'avais jamais travaillé. Et donc, la proposition de rejoindre l'équipe commerciale de Grubble Français me permettait de découvrir un nouveau marché ou une nouvelle grande zone. Et en fait, pour moi, c'était le chemin logique de pouvoir continuer à bien comprendre comment fonctionnait chacun des marchés avant de prendre un rôle global. Ok. Et est-ce que tu te souviens d'un truc un peu qui sort de l'ordinaire Chez Grubble Français, tout sort de l'ordinaire. Ah oui? Parce que, alors, pour la petite histoire, c'est probablement une des marques les plus impressionnantes en termes de complications horlogères. Et en très peu de temps, la marque a su concentrer un nombre d'inventions assez impressionnant. Et chaque visite dans l'atelier était vraiment un émerveillement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voyait ce que des horlogers, des personnes spécialisées dans la décoration, l'anglage arrivaient à faire, pour un fan d'horlogerie, je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit de découvrir la magie des complications horlogères. Et est-ce que là-bas aussi, tu as fait plein de, je sais pas, d'événements un peu spéciaux pour justement faire découvrir leur univers qui est plus technique que ce que tu avais connu avant? Alors, la manière dont les événements se déroulaient, c'était beaucoup plus intime. Un petit groupe de personnes pour avoir la possibilité de vraiment échanger avec les collectionneurs. Et certains collectionneurs ont profité de les accueillir dans l'atelier pour leur proposer un repas vraiment de haut standing. Et en fait, ce qui était impressionnant, c'est qu'à ce niveau de la collection ou de l'intérêt pour une marque horlogère, on parle d'un segment de prix qui excède les 200 000 francs d'entrée de gamme. Ah oui. Donc, en fait, ce qui était impressionnant, c'est qu'à la fin, le collectionneur ne venait pas pour le dîner, ne venait pas pour le bon repas, comme peut-être c'est le cas ailleurs. Il venait vraiment pour voir les montres et partager un moment ensemble. Et certains collectionneurs, je les revois, que ce soit en Suisse, à l'étranger, sur des événements horlogers, à travers le monde. Et on garde contact parce qu'en fait, c'est passé au-delà de la simple échange autour d'un produit finalement. Mais c'est devenu, pour certains, des amis, enfin des personnes avec qui on échange longtemps. Et bien sûr, on parle d'horlogerie, mais on parle de plein d'autres choses. C'est assez intéressant. Et comment tu arrives à créer justement cette magie ou cette synergie avec ses clients? Parce que finalement, c'est ça qui va faire la différence, j'imagine, parce qu'il y a un certain montant au niveau de prix où effectivement, peu importe le restaurant où ils vont, finalement, ça fait partie de leur quotidien. Donc, tu n'es pas en train de, peut-être comme d'autres marques où effectivement il y a une forme de club, d'appartenance, et donc la personne va parce qu'elle sait qu'elle va vivre une soirée au niveau de ce qu'elle va découvrir ou goûter qui va le sortir de son ordinaire. Pour toi, quel est ton secret pour bâtir ces relations? Je pense qu'il faut remonter à très longtemps, peut-être aussi revenir à la période où la sophrologie et le théâtre m'a appris à bien échanger et donc à communiquer avec un groupe de personnes. Je pense que c'est venu vraiment de cette période où j'ai appris à me socialiser. Et parce qu'il y a eu cette rupture de changement d'école. Peut-être que à ce moment-là, quand j'ai appris qu'il fallait aller à la rencontre des gens pour commencer à établir des relations, ce déclic-là m'a permis aujourd'hui de faire le métier que je fais aujourd'hui et puis de m'exprimer et d'aller à la rencontre de gens et de partager des moments avec des gens qu'on rencontre soit une fois, soit 10 fois, soit 20 fois. Mais je pense que c'est toujours intéressant de revenir. C'est pour ça que c'est intéressant de poser les questions du début. Ok. Et au sein de cette expérience, tu as été amené à gérer à peu près une équipe de quelle taille? Au sein de Grubble Français? Ouais. C'était un petit département commercial. On était 2 personnes en charge du département commercial.
Non, c'était une toute petite structure, en tout cas du côté commercial, parce que Ouais, ouais. du côté de la manufacture, là, c'était beaucoup plus important. Mais on avait un petit nombre de points de vente, donc on n'était pas. C'était assez intéressant en fait, parce qu'en fait, ça, les régions étaient partagées entre des zones très matures et des zones moins matures, donc ça permettait aussi d'avoir un plaisir à soit développer, soit continuer à nourrir certaines zones par rapport à leurs différents degrés de maturité, etc. Mais oui, on n'était pas nombreux. À ce moment-là, je gérais personne. Et comment on fait pour entrer dans un marché où la marque est peu présente, pour réussir à susciter de l'intérêt? Et dans le monde entier, ce sont des noms de marques qu'on ne connaît pas forcément, en fait, hein, quand on est voilà, des personnes qui sont pas dans ce milieu-là. Moi, ce sont des noms, certains résonnent. On les voit évidemment de temps en temps quand on se balade sur Genève et qu'on regarde un petit peu les vitrines, mais si on n'est pas dans ce monde-là, on ne les connaît pas. Donc, comment tu arrives à susciter de la curiosité quand la marque n'est pas connue, ou peu connue plutôt? On travaille généralement avec un réseau de détaillants qui est aussi habitué à découvrir des nouvelles marques. On fait partie avec HYT en fait, de ces marques qui sont complètement indépendantes, qui sont extrêmement créatives et qui permettent aussi en fait d'apporter à un détaillant une proposition quand les collectionneurs ont déjà euh, collecté tous les modèles des marques les plus établies et qui sont à la recherche de quelque chose d'encore plus créatif, d'encore plus innovant. Et c'est à ce moment-là que Chouati rentre en scène. Et c'est pour ça que nous, en général, on se fait connaître à travers nos détaillants, bien sûr à travers nos activités où on essaie, via les réseaux sociaux, de faire connaître la marque, mais aussi on essaie de nourrir la relation avec nos détaillants qui sont finalement le dernier maillon à la rencontre d'un collectionneur. Et, euh, et donc, on a cette chance parce que généralement, on arrive à faire l'analogie avec le domaine automobile, par exemple. C'est une superbe analogie où un collectionneur qui a déjà acheté peut-être il a commencé avec une Toyota, ensuite il s'est intéressé aux voitures, alors il s'est acheté une Mercedes, et puis après il a voulu acheter une Porsche, et peut-être que ensuite il achète une Ferrari, une Lamborghini, mais il n'est pas encore rassasié dans sa recherche de découverte exceptionnelle. Et donc, il va commencer à s'intéresser à des marques, des voitures indépendantes comme Koenigsegg, Pagani. Et on peut faire cette analogie dans l'industrie horlogère. Et nous, on se retrouve justement dans ce bout dans ce segment niche de créativité et d'indépendance. Donc, ce que nos collectionneurs apprécient, c'est que on produit très peu de montres et que c'est rare de les voir au poignet des gens. Oui, tu me disais, il y en a quoi, 170 à peu près? Là, cette année, on prévoit 170 pièces. C'est ça. C'est vraiment, c'est rien du tout. On est une goutte dans l'océan. Ouais, ça fait la rareté aussi. Comment tu es arrivé chez HYT? Encore une fois, en fait, c'est à travers des échanges avec des gens que j'ai rencontrés le long de mon parcours qui m'ont dit, ah, il y a cette marque qui cherche un profil très commercial, mais qui pourrait avoir, comment dire, qui pourrait avoir la possibilité d'un jour de prendre la direction de la société. Et donc, ça a titillé un peu mon intérêt, puisque c'est quelque chose que, au fil des années, je souhaitais faire, en fait, en imaginant qu'il y avait bien sûr des étapes avant, mais donc j'ai saisi cette opportunité. Et il semble qu'en fait, mon profil correspondait très bien aux attentes de la marque. Ok, d'accord. Donc, c'est comme ça que tu as atterri. Il n'y avait pas de lien de rachat ou... Non, non. Et donc, tu as démarré en tant que commercial. Qu'est-ce qui t'a... J'ai démarré en tant que general manager. Ah, ok. Directement en tant que... Directement, mais pas CEO. Ok. Et en fait, la marque était gérée ad intérim par le chairman du board. Et donc, en fait, cette période de transition entre le rôle de general manager et de CEO euh, m'a permis, en fait, pendant 9 mois, d'être accompagné par la personne qui avait repris suite au départ du précédent CEO et la partie opérationnelle. Sauf que son intérêt, c'était de rester non exécutif. Et donc, au bout de 9 mois, j'ai pris toute la direction opérationnelle. Waouh. Ok. Et
Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, pour toi, HYT, c'est quoi? HYD, c'est la seule marque horlogère à indiquer le temps avec des fluides. Ok. C'est très simple. Il faut en quelques secondes pouvoir l'exprimer et je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière pour l'exprimer. J'avoue que donc j'ai la chance d'en avoir une au poignet. Pour ceux qui nous entendent, malheureusement, vous voyez pas, mais ce sont des marques. Enfin, c'est une montre qui laisse pas indifférent. Effectivement, tu m'as expliqué en 3 secondes comment lire l'heure, parce que j'avoue que je ne savais pas lire l'heure en regardant le cadran. Et on voit effectivement qu'il y a une sorte de fluide qui passe, et dès que l'heure avance, le fluide bah voilà, augmente ou diminue selon la couleur. Et c'est vrai qu'en 5 secondes, maintenant, je comprends quelle heure il est. Mais au tout début, j'étais là, waouh, comment on arrive à la lire? Donc, ok, ok. Et j'avoue elles sont sublimes. Et, euh, et elles sont ouais, assez impressionnantes. On dirait presque des œuvres d'art. Ah bah oui, Franchement, on parle de mécanique fluidique, on parle de quelque chose de vraiment très exceptionnel, puisque la production est vraiment presque confidentielle. Quand on parle de 170 pièces dans toute l'industrie horlogère, on est encore une fois une goutte dans l'océan. Mais c'est ce qui apprécie nos collectionneurs aussi. Et certains collectionneurs nous suivent, c'est-à-dire que la marque a été fondée il y a une douzaine d'années, et certains collectionneurs ont plusieurs pièces dans leur collection. et ce qui est fou, c'est que généralement, quand on a de l'eau dans une montre, c'est mauvais signe. Là, vous avez réussi à combiner les deux. Alors, nos fondateurs ont été assez fous de, de vraiment mettre du liquide dans une montre, alors que effectivement, depuis 400 ans, tous les horlogers cherchent à rendre leur montre C'est étanche, ça. à l'eau, à la poussière. Ouais. Là, encore une fois, c'est un contre-pied, c'est le souhait de défier tout ce qui est possible. Et en fait, l'idée, c'était d'utiliser un des moyens les plus anciens d'indiquer l'heure, c'est-à-dire l'eau avec la clepsydre, qui a été utilisée il y a 1600 ans avant Jésus-Christ, et d'utiliser ce moyen d'exprimer l'heure. Ah ouais, non, c'est... Alors, ça veut pas dire qu'il n'y avait pas des défis. Moi, je trouve incroyable ce qu'ils ont réussi à mettre en œuvre pour s'assurer qu'aujourd'hui, le mouvement fonctionne parfaitement. Il a fallu s'assurer que le mouvement ne soit pas sujet à tous les problèmes de pression. Donc, le module fluidique est entièrement scellé, 10 000 fois plus étanche qu'une montre de plongée. Je parle du module fluidique. Il a fallu s'assurer que les différences de température soient gérées, puisqu'un liquide a une tendance à s'étendre quand il fait chaud, à se contracter quand il fait froid. Donc, il a fallu inventer un compensateur thermique. Il a fallu aussi s'assurer qu'à travers le capillaire, le liquide n'adhère pas dans le tube, puisqu'au bout d'un moment, en fait, ça veut dire que ça laisserait des traces. Donc, il a fallu développer un coating particulier à l'intérieur du tube. En fait, ce qui a été inventé pour indiquer l'heure dans cette montre est tout simplement incroyable. Et j'avais vu le lancement de la marque alors que j'étais déjà dans l'industrie horlogère en 2012, et j'étais passionné de voir. Et je me suis senti vraiment privilégié de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, parce que j'adore cette marque horlogère. Ah non, j'avoue, ça laisse vraiment pas indifférent. En plus, j'ai j'ai des origines où mon grand-père était dans l'horlogerie. Mon nom de jeune fille, tu m'as connu comme ça, est Vulcain. Quand même, c'est la montre des présidents américains. Donc c'est vrai que c'est assez cool. Et là, j'avoue que oui, je suis comme une petite fille à regarder comment ça fonctionne. Et c'est assez, oui, on dirait presque un objet, un jeu, de regarder ça. Et à peu près pour avoir une idée en termes de prix, la moins chère et la plus chère, juste pour avoir une idée un petit peu. Aujourd'hui, dans notre collection, on commence à 48 000 francs hors taxe. Ouais. Et on a une pièce qui avoisine le demi-million. Donc, on a vraiment un large segment de prix avec différentes collections qui répondent à certaines attentes. C'est pour ça aussi qu'un collectionneur peut commencer peut-être dans la toute première collection, passer à la suivante qui est un peu plus compliquée, jusqu'à passer au tourbillon qui est la pièce la plus compliquée de notre collection. Ah ouais, non, elle est vraiment marrant celle-là, avec ce dôme. Ah, c'est impressionnant. Et est-ce que vous regardez un peu sur le marché secondaire? Est-ce qu'on peut parler d'investissement quand on investit dans HYT? Alors, de manière générale, et c'est pas uniquement limité à HYT, c'est le marché secondaire. Quand on approche la question de l'investissement, ça concerne vraiment très peu de marques. Vous pouvez
peut évoquer Rolex, Patek, éventuellement Richard Mille. Donc, il y a très peu de marques finalement qui peuvent être considérées comme une marque d'investissement. Aujourd'hui, on est plus sur un achat émotionnel pour des clients qui ont vraiment envie de garder la montre dans la collection parce qu'ils veulent s'assurer d'avoir quelque chose d'extrêmement créatif. Donc aujourd'hui, on constate que les collectionneurs qui achètent les Chouetti, ils les gardent pour eux et les portent. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant. On ne parle pas de spéculation sur des Chouetti. Ouais. Et au niveau technologie, j'imagine qu'il y a beaucoup de recherche et développement. C'est un gros budget en termes... C'est là où la majorité du budget part parce que on cherche non seulement à faire développer les collections, donc le financement de ces développements sont vraiment importants. S'assurer que on puisse toujours être à jour. Aujourd'hui, on est aussi même dans la recherche d'une nouvelle innovation fluidique pour indiquer l'heure. Donc c'est encore des investissements qui permettent de se projeter dans les 4-5 ans à venir pour essayer d'apporter encore plus d'innovation dans l'industrie horlogère. Est-ce que vous avez prévu des partenariats avec des personnalités, des athlètes? Est-ce que toi, tu recherches aussi... Tu parlais d'un artiste. Alors oui, tout à l'heure. on a fait un partenariat avec Fally Ipupa, un artiste africain, avec lequel on va lancer un modèle de montre. Mais bien sûr, je suis à l'écoute parce que d'un côté, on souhaiterait augmenter la notoriété et la visibilité. On a toujours l'impression dans notre univers que H.O.T. est connu. Alors que quand je voyage, c'est beaucoup des présentations de découvertes. Et que l'industrie horlogère, en tout cas des marques indépendantes, est vraiment très loin d'avoir atteint toute l'audience qui pourrait être atteinte, qui pourrait être intéressée par ce qu'on fait. Et c'est pour ça que des vecteurs de communication comme des artistes ou des athlètes peuvent aussi être importants pour donner plus de visibilité à la marque. Parce que franchement, James Bond, clairement, je trouve que ce type de montre correspond assez bien à ce côté à la fois objet visuellement parlant magnifique, un peu gadget quelque part. Quand on regarde le mouvement, il y a, voilà, c'est tout le temps, soit on voit effectivement le fluide qui augmente ou qui réduit selon ce qu'on regarde. Là, j'en vois une où c'est le fluide qui est rouge, mais derrière, on voit aussi le mouvement. Et oui, en fait, et il y a même des ressorts, là, j'ai l'impression, dedans. Alors, c'est les sous-faits dans lesquels sont stockés les liquides. On a deux liquides à travers, en fait, dans le module fluidique. On a un liquide coloré actif, un liquide transparent passif, et les deux ne se mélangent pas. Ils sont complètement non miscibles, donc il y a une grande part de chimie là derrière. Et en fait, la lecture de l'heure se fait au niveau du ménisque, donc la frontière entre les deux liquides. Et je ne sais pas si on arrive à mettre un détonateur ou ouvrir la voiture de James Bond avec en la main. Mais j'avoue que ouais, non, elles sont assez impressionnantes. Qu'est-ce qu'on pourrait... Enfin, pour toi, quels sont les objectifs à court terme que tu t'es fixés et ceux à long terme? Pour H.O.T. ou Oui, pour moi-même? non, pour H.O.T. Pour H.O.T., alors continuer à augmenter la notoriété de la marque, continuer à créer de la désirabilité. Ça, c'est vraiment l'objectif à très court terme. M'assurer d'apporter tout le soutien à nos détaillants, qui, eux, sont les derniers maillons face aux collectionneurs. Donc ça, c'est vraiment l'objectif à très court terme. L'objectif à long terme, c'est donc d'un côté de continuer à innover. Donc je viens d'évoquer le fait qu'on essaie de développer une nouvelle innovation fluidique pour indiquer indiquer l'heure ou indiquer une fonction. Ça, c'est un premier pas une première direction dans le développement produit. Et aussi, je continuerai aussi à continuer d'apporter du contenu horloger, ce qui est très important en fait pour légitimer la présence de H.O.T. à travers le paysage horloger. En 2023, on a lancé le tourbillon. C'était donc plus de 11 ans après le lancement de la marque, mais parce qu'on a voulu aussi lancer une haute complication qui était à l'image aussi d'H.O.T. et pas simplement un tourbillon sur un simple axe avec un pont. Donc en fait, l'intérêt, c'était de montrer quelque chose de très différent, donc d'aller encore à contre-courant, comme on a lancé cette année une pièce avec un cadran complètement fermé qui mélange une expression artistique de guillochage
qui est l'expression la plus traditionnelle, alors qu'on est une marque très innovante. Donc en fait, on essaie toujours d'aller à contre-courant d'explorer des territoires où on n'était pas atteint. Donc je continuerai dans cette direction. Plus de contenu horloger, plus d'innovation. Et pour toi, le plus gros challenge, il serait de quel côté? Le plus gros challenge. Le plus gros challenge. Qu'est-ce qui fait que le soir, certains soirs, tu peux ne pas dormir, par exemple? Ça est compliqué. En fait, les défis sont à notre taille, peuvent être multiples. Donc, on doit s'assurer de produire les pièces qui sont attendues par nos collectionneurs. On doit s'assurer de recevoir tous les composants à temps pour pouvoir les assembler. De l'autre côté, il faut aussi se demander comment on fait pour créer toujours plus de désirabilité, puisque avec nos propres moyens, on est presque invisible dans l'industrie horlogère. Alors, on est très connu par des groupes de collectionneurs, mais qu'est-ce qui nous ferait réussir à atteindre une plus grande audience? Après, par définition, on produit 170 pièces, donc on va pas pouvoir satisfaire tout le monde si tout d'un coup on a 300, 500 ou 600 personnes qui cherchent leurs pièces. Mais c'est là qu'il y a des files d'attente? Sur certaines pièces, oui, parce que typiquement la pièce qu'on a présentée, la T1 guilloché, elle est limitée à 8 pièces, à 1000 pièces, mais on a reçu beaucoup plus de demandes que ce qu'on pouvait produire, donc on doit réfléchir à comment adresser ce point. Donc non, c'est un bon problème. Mais l'idée, c'est de pouvoir en produire plus, ces montres? Alors celle-ci en particulier, mais globalement, là, c'est 170 cette année. Oui. L'année prochaine, l'année passée, c'était 150. Cette année, 170. Et bien sûr, on va continuer à essayer de croître, mais le but, c'est de s'assurer d'avoir un développement ou une croissance organique. Ça sert à rien de surproduire. Moi, j'aimerais bien suivre le rythme déjà de production avec les horlogers et ne pas se dépêcher de produire pour rien. Moi, je préfère laisser le temps à nos horlogers de produire les garde-temps dans les conditions les plus favorables, de faire tous les contrôles et de ne pas être pressé. En fait, on n'a pas la pression que peut avoir un grand groupe. Nous, on est une marque indépendante, on a des actionnaires qui comprennent la direction qu'on prend et on veut s'assurer de toujours livrer des pièces exceptionnelles. On a le temps de le faire. Et du coup, si je te dis dans 10 ans, HYT, c'est quoi? Dans 10 ans, HYT, ce sera une marque qui aura développé, en plus de ce pilier du module fluidique, un autre pilier sur cette nouvelle innovation horlogère, et en fait, différentes expressions, toujours avec la signature du liquide. On arrive à la fin de l'interview. Il reste les 3 instants signature. OK. Donc, il y a le premier, c'est cette fameuse baguette magique que je te donne. Et à partir de maintenant, tout est possible. Okay. Tu peux changer quelque chose dans ton passé. Tu peux changer quelque chose là, tout de suite, dans le présent ou dans le futur. Donc, tu as un vœu et tu en fais quoi? Alors, j'adorerais qu'on invente la téléportation. Ouais, la téléportation. OK. Parce que, en fait, il est tellement important d'être d'un côté présent dans tous les marchés du monde, mais aussi il est important d'être présent pour sa famille. Et on n'a pas le don d'ubiquité aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais bien changer dans le futur. Pouvoir me téléporter. J'adhère. Si jamais ça arrive, je serais ravi aussi. Il y a le deuxième instant signature. Et pour ça, il y a une petite sonnette. OK. Donc, c'est l'instant tac au tac. Okay. Une dizaine de questions et il faut répondre rapidement. D'accord. OK? Et à quoi ça sert? Ça, c'est pour passer d'une question à l'autre. OK? C'est moi qui vais le faire. Ça marche? Est-ce que tu as un mantra ou une citation que tu te répètes tous les jours? J'aime bien le leitmotiv, enfin le motto de HYT, hein. Challenge everything. Pour moi, c'est vraiment très intéressant parce que ça veut dire qu'on doit se repenser tous les jours et donc chaque jour est un nouveau jour. Je pense que ça peut être le motto. Allez, quelle est ta montre préférée? Bonne question. J'ai le droit d'en choisir 2? Allez. La toute première montre que je me suis achetée quand je devais avoir 18 ans, après avoir bien économisé, après avoir travaillé, c'était une Panerai Illuminor.
j'ai une affection particulière pour cette montre. La deuxième, c'est une montre que je n'ai pas dans ma collection, que j'admire par sa simplicité visuelle. C'est une Lange Zeitwerk, le modèle s'appelle Zeitwerk, où tu as une expression digitale de l'heure, une indication digitale de l'heure. Très bien. Si tu devais décrire ton parcours en un mot, ce serait lequel? En un mot, intense, ça a été intense. Quelle a été la leçon de vie la plus importante que tu aies apprise? Celle que j'ai évoquée de mon père, qui a dû arriver dans un endroit où il pouvait pas revenir en arrière, donc en fait il a dû forcément avancer. Quel est pour toi ton plus gros échec et la leçon que tu en as apprise? Il y a quelques années, donc j'ai tenté le marathon et j'ai compris qu'il fallait s'entraîner et que je l'ai tenté 2 fois, hein, mais sans m'entraîner. Donc, Ah oui, forcément. j'ai fait plusieurs semi-marathons, mais honnêtement, j'ai pas encore réussi à trouver le temps de bien m'entraîner pour un marathon, mais je le ferai, hein, ça je le ferai un jour. Un jour. Très bien. Quel est le truc le plus fou que tu aies fait? Quand j'étais jeune, avant d'avoir des enfants, j'ai sauté en parachute ou à l'élastique et je trouve que c'était probablement la chose la plus insensée qu'on puisse faire. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait démarrer dans le monde horloger? Ah, bonne question. Ce que j'aurais voulu faire, c'est déjà de comprendre. Alors, je diminue pas le chemin académique que j'ai choisi, mais j'aurais voulu comprendre comment fonctionnait une montre beaucoup plus tôt pour comprendre que c'est vraiment ma passion de parler d'horlogerie, de présenter les montres et les complications. Donc, j'aurais voulu avoir cette connaissance. Peut-être qu'il faut commencer en boutique pour avoir une vraie compréhension de comment fonctionne une montre, commencer à faire des stages dans des manufactures si on a vraiment envie de faire ça et si on sait qu'on a envie de faire ça. Et après, oui, s'intéresser à ce qu'on propose. On parle de pièces historiques, donc une manière historique de présenter l'heure. Donc c'est chargé d'histoire, il faut apprendre. Quel conseil plus absurde tu as reçu en tant que commercial dans ta carrière? C'est pas absurde, mais j'ai le souvenir de quelqu'un qui m'a dit ça sert à rien de venir à 7h du matin et à partir à 21h pour espérer avoir une promotion. Et donc on comprend en fait qu'il faut savoir bien travailler et aussi avoir un bon équilibre entre la vie professionnelle et privée. Mais c'est surtout de travailler juste et de ne pas travailler de fond. Tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aurai 50 ans. Oui. C'est ça. Je célèbre mes 40 ans la semaine prochaine, Ouais. donc je sais pas. Toujours heureux en famille et puis et heureux dans le travail. J'ai aimé la citation qui disait qu'on n'avait pas besoin de travailler, que si on travaillait pour sa passion, on n'avait pas le sentiment de travailler. Je pense que ça me représente bien. Je continue comme ça. C'est bien. Il reste le dernier instant signature. C'est la dernière minute, la minute inspirante. Donc je vais enclencher un minuteur et tu as 1 minute pour inspirer. Est-ce que tu es prêt? Pour inspirer qui? Les auditeurs. Tu dis ce que tu veux. 1 minute maximum, ça peut être plus court, hein. C'est parti. Le plus important pour apprécier ce qu'on fait et pour être fier de ce qu'on va accomplir et de ne pas avoir de regrets, c'est de continuer à apprendre. Je pense que j'ai jamais autant apprécié prendre exemple sur des gens qui ont pu, avec toute leurs compétences bien sûr, mais avec ce qu'on pouvait imaginer comme une situation de base, c'est des gens incroyables qui ont pu construire on parle d'entrepreneurs qui ont pu bâtir des empires. Je trouve que c'est assez intéressant juste de prendre exemple sur eux
Dans la vie de tous les jours, c'est très difficile ensuite de pouvoir faire un lien entre ce qu'ils ont pu accomplir dans les conditions dans lesquelles ils ont accompli, mais ça peut toujours donner espoir qu'il est possible d'atteindre ces objectifs. Notre mission, c'est toujours d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. On n'a qu'une vie, qu'il faut pouvoir la partager déjà avec ceux qu'on aime, mais aussi dans quelque chose qui nous épanouit. Je pense quand on a ce privilège, on est l'homme le plus heureux. Très bien. Vahe, merci beaucoup. Merci. Merci pour nos échanges. J'invite les auditeurs à réagir sur ton parcours et à nous dire en commentaire ce qui les a inspirés. Et merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci d'être venu ici. Si vous êtes encore avec moi, c'est que cet épisode vous a plu. Alors, avant qu'on se quitte, j'ai 2 petits services à vous demander. 1, abonnez-vous, ça m'aide énormément à pouvoir continuer cette aventure. 2, partagez cet épisode. Parlez-en autour de vous. Une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Merci beaucoup pour votre soutien et surtout, restez curieux car chaque parcours a une leçon à offrir. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration.